Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de La pensée et les hommes. Aujourd'hui, deux invités bien connus du public, du moins belge. Michel Claes, magistrat. Philippe Liévin, qui a fait toute sa carrière également comme juriste, si je tiens bien, dans la fonction publique, au ministère de la Justice. Deux personnes qui sont donc particulièrement habilitées pour nous parler de cette notion de justice qui fait tant problème aujourd'hui, qui pose tant de questions et qui, on le sait, est un corollaire direct de la notion de démocratie. Pas de démocratie sans justice. Alors on va essayer d'un peu tourner autour de ce problème qui est massivement philosophique, mais Michel Claes, vous avez aussi une qualité d'écrivain. Vous n'êtes pas qu'un homme engagé socialement, engagé politiquement, vous écrivez beaucoup, et vous êtes en train, je crois, d'achever deux ouvrages sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Thématique, effectivement, de justice au sens le plus large du terme. Alors, il y a un premier bouquin qui est terminé. Il sort le 7 octobre prochain. Nous l'avons écrit à plusieurs. Nous sommes un groupe d'experts à l'Université de Strasbourg. Et c'est une rencontre internationale dans laquelle nous avons décrit la situation en matière de lutte contre la criminalité environnementale. C'est une véritable catastrophe que nous connaissons en Europe. Nous n'avons pas les lois et nous n'avons pas les moyens de lutter efficacement contre ce drame. Le troisième produit du crime mondial, c'est effectivement la criminalité environnementale. On ne s'en rend pas compte. Et vous avez des trafics de faune, des trafics de déchets, et tout cela est exploité par des organisations criminelles qui gagnent très bien leur vie. Le deuxième livre, c'est un livre à quatre mains, qui a été écrit avec un de mes amis qui est un des chefs de l'opposition iranienne en Belgique et même en Europe. Il s'appelle Ali Amérian. Ali est un jeune homme extrêmement pugnace parce que c'est quelqu'un qui risque sa vie, j'ose le mot. Il a déjà fait l'objet de menaces, il a fait l'objet de contrôle des services secrets iraniens. Nous avons écrit un livre que nous avons choisi sur la voie fictionnelle, ça s'appelle « Le parfum du safran ». Et nous décrivons en réalité ce qui se passe en Iran, vu à partir de la Belgique et de l'Europe. Et nous tentons tout simplement de sensibiliser, nous espérons y arriver, le lecteur à cette situation et à l'incompréhension que les gens et les gouvernements ont à l'égard de l'opposition iranienne. On ne se rend pas véritablement compte de ce qui se passe là-bas et c'est horrible. J'en profite pour dire que Firouzeh Nahvandi a publié un très beau livre sur les femmes en Iran tout récemment. Tout récemment, absolument. À La pensée et les hommes, c'est un sujet effectivement d'actualité brûlante et qui recoupe directement la notion de déni de justice. Alors, je peux tourner vers Philippe. Comment est-ce que vous définiriez, vous, la justice ? Ça, c'est une question intéressante qu'on pose déjà à l'université. C'est quasiment impossible parce que c'est un sentiment. D'abord, c'est un sentiment de justice. Bien sûr, il y a la conception purement juridique, c'est tout ce qui est prévu par les lois, tout ce qui est interdit, pas interdit, et ce qui est organisé par l'État pour rendre justice aux citoyens sur le plan commercial, civil, familial, etc. Et alors la partie pénale, évidemment, la justice face au crime au sens général. Quelle réaction, comment agir à l'égard des présumés coupables et des inculpés et à l'égard, bien sûr, des parties civiles, ce qui a été beaucoup développé ces dernières années. Donc c'est un chantier très vaste et ce sentiment de justice, il vient de l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, tous les penseurs, philosophes, juristes ont essayé d'expliquer comment la justice devait être bien rendue dans la cité. Et tout a évolué évidemment et nous sommes aujourd'hui des héritiers de cette pensée, la pensée des Lumières évidemment, qui a beaucoup évolué, oui, fait évoluer. Du pouvoir avec Montesquieu, voilà, etc. Montesquieu, bien entendu, ça c'est fondamental. Et nous voyons alors aujourd'hui la situation entre la théorie et la pratique, et ce n'est pas toujours joli, évidemment. Chez Claes, vous avez, je suppose, vous êtes aussi un praticien au quotidien, une opinion aussi sur qu'est-ce que la justice ? Très certainement une approche, plusieurs années d'expérience, quand même une quarantaine. C'est assez amusant de demander aux gens dans la rue, c'est quoi la justice ? Eh bien, immédiatement, ce n'est pas une définition qu'ils vont vous proposer, mais ils vont commencer à raconter leur vie en disant c'est l'injustice qui est mise en évidence. Vous ne pouvez pas
en réalité, aborder cette question de justice avec la citoyenneté, sans qu'immédiatement, c'est les procès sont longs, les procès coûtent cher, j'ai été victime d'un mauvais jugement, et donc c'est l'injustice qui est plutôt ressentie par le citoyen, alors que la justice est quelque chose de fondamental. Comme l'a très bien dit Philippe, c'est un des piliers de la démocratie. Mais pour ma part, j'ai une définition un petit peu plus abrupte, en disant que certes, c'est un idéal, bon, moi je veux bien, mais quel mauvais mot choisi, parce que pour moi, la justice, c'est un métier. Et c'est un métier qui est exercé par des professionnels qui ont fait des études ou qui sont des professionnels qui sont engagés par le système judiciaire comme des comptables et autres, des experts, des médecins légistes et autres. C'est donc un métier qui est exercé avec des recyclages, avec également des acteurs qui sont des acteurs aussi fondamentaux que les avocats pour les droits de la défense, que les magistrats pour l'exercice même de cette justice et de ce métier. Et donc je le vois de manière beaucoup moins philosophique depuis que je l'ai pratiqué comme juge, et je la vois de manière extrêmement pratique en réalité. Ça, et je vous assure que c'est technique. Important de bien le faire. C'est la dimension technique de la justice qui me retient. Par exemple, rend la justice. Oui. Enfin, il est encadré, ceci étant dit. Il est tout à fait encadré. Et en plus, on a imposé, et heureusement qu'on l'a fait, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années, une vingtaine d'années, on a imposé l'obligation de motivation des décisions devant la Cour d'appel, non seulement pour la culpabilité, mais aussi pour la peine. Et à partir de ce moment-là, pour moi, le plus important dans l'exercice de la justice, c'est la motivation du magistrat. Et tout repose là. Alors aujourd'hui, quelles sont les questions fondamentales qui traversent cette problématique de la justice dans notre société? On n'arrête pas à Bruxelles d'entendre parler de débordements de toutes sortes au niveau de la criminalité. Bon, évidemment, chaque événement est monté en épingle aussi, il faut le dire. On se promène très bien dans Bruxelles aujourd'hui sans être assailli. Mais tout de même, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, en tant que magistrat, en tant que juriste? Quels sont les grands enjeux aujourd'hui pour notre société? Alors, pour ce qui me concerne, c'est la déglingue. En réalité, le pouvoir judiciaire, tel que Montesquieu l'avait si bien décrit, et d'ailleurs ça commençait déjà du temps d'Aristote dans Politique, l'ouvrage de sa vie, tout ça c'est une déglingue complète que nous connaissons dans notre État qui pour moi n'est plus un État de droit. Pourquoi ? Parce que la justice est laminée. Dans un premier temps, il y a un réel problème budgétaire. Vous entendez la ministre de la Justice dire qu'il faut au moins 1 milliard de refinancement. Ça fait des années que nous, les magistrats, nous avons réclamé ces montants. C'est la déglingue complète. Le plafond de la Cour d'appel s'effondre. Le système informatique de la justice, nous passons maintenant du Moyen-Âge à la préhistoire. Et les gens me disent, tiens, c'est pas dans l'autre sens. Non, non, nous passons vraiment du Moyen-Âge à la préhistoire. Nous avons donc un système général de sous-budgétisation qui entraîne un déséquilibre dans l'exercice de cette fonction, de manière telle que ce n'est plus une justice qui attire les candidats magistrats. Et nous nous trouvons dans un sous-effectif épouvantable. Je vous donne un exemple. Devant la Cour d'appel de Bruxelles, en matière fiscale, une affaire qui est introduite aujourd'hui, on fixe le calendrier, elle sera plaidée en 2039. 39, pas 29, 39. Alors là, si on me dit que ça fonctionne bien, je ne peux pas admettre cela. Le deuxième problème qui se pose dans la déglingue de cette justice, c'est la déconsidération du pouvoir judiciaire par l'exécutif. Tocqueville l'avait bien dit à un certain moment, là, c'est le législatif qui s'effondre et le pouvoir judiciaire qui n'est plus qu'une administration sous-financée. Un exemple, la secrétaire d'État à l'immigration. Il y a 13 000 dossiers où elle est condamnée parce que la Belgique n'exécute pas ses obligations en matière d'immigration. Vous avez donc des dossiers avec des astreintes. Et que dit la secrétaire à l'immigration ? J'en ai rien à faire et je reste poli, parce que je pense qu'elle a utilisé un mot plus fort. Et elle dit, moi, je ne payerai pas et je préfère utiliser cet argent à autre chose qu'à payer les astreintes. Or, derrière chaque dossier, c'est un drame humain. Et indépendamment de cela, vous avez aussi cette baffe et cette gifle qui est donnée en pleine figure du pouvoir judiciaire, excusez-moi, de l'administration judiciaire, parce que c'est plus absolument aujourd'hui dans la tête de l'exécutif ce qui se passe. Et la troisième déglingue de tout ce système, c'est qu'avec l'effondrement, justice, et je mêle un peu la police à cela, on assiste tout simplement à un dérèglement total en termes de perte de contrôle des organisations criminelles. On parle de la sécurité dans les rues. C'est très bien, il n'y a pas de sécurité dans les rues. Je ne partage pas tout à fait votre enthousiasme par rapport à la sécurité dans les rues de Bruxelles, ce n'est pas le cas. Moi, je suis conseiller de police à la zone Midi, donc Anderlecht, Forêt-Saint-Gilles. Je peux vous dire qu'on a encore retrouvé quelqu'un qui a été pendu à un panneau de signalisation hier. Et donc, dans tout ce mélange, la sécurité, il n'y a pas les moyens d'assurer une sécurité pour le citoyen, parce que, tout simplement, il y a aussi ce côté de budgétarisation qui ne suit pas, et en termes de magistrature non plus, mais en outre, en termes d'organisation criminelle. Les montants colossaux qui sont engrangés, le narcotrafic par exemple, qui est une infraction parmi d'autres,
Ces montants sont à ce point gigantesques que nous avons perdu une partie du contrôle de l'économie. Si je vous dis qu'il y a au moins 1 000 milliards d'euros par an en Europe qui échappent tout simplement aux États à travers le narcotrafic, bien sûr, mais la contrefaçon, la cybercriminalité, le trafic d'êtres humains, la fraude fiscale, la fraude sociale, etc. Comment voulez-vous encore que nous puissions assurer un état de droit dans lequel un des piliers fondamentaux étant la justice, alors qu'en réalité, on ne donne pas à celle-ci tout simplement la capacité de remplir son rôle et de fermer ce robinet épouvantable qui coule. Les 3 raisons pour lesquelles je pense aujourd'hui, et je suis extrêmement sévère, je ne pense pas que nous sommes encore aujourd'hui, à cause de cela, dans un état de droit, parce qu'on a véritablement procédé à un sabotage de la justice. Là, je vais quand même embrayer, c'est un peu mon rôle. Quand vous dites « on a procédé à un sabotage de la justice », je suppose que vous n'êtes pas dans une logique complotiste. Ouais, moi, je veux bien qu'on me traite de complotiste, mais si vous voulez quelques chiffres, moi, ce n'est pas du tout un problème. Et d'ailleurs, ce sont les chiffres même qui sont sortis par le gouvernement lui-même. Donc, alors, je n'ai absolument aucune âme de complotiste. Je voudrais simplement être... Pendant des années, on m'a traité de lanceur d'alerte. Moi, j'aime bien ça. Parce que finalement, je tire sur la sonnette d'alarme. Mais je ne suis pas le seul. Prenez par exemple l'actuel procureur général de Bruxelles, Frédéric Vanleu. En 2015, on était passé sur les antennes de télé. On avait dit, vous savez, avec la prise de possession de la mafia albanaise, en matière de narcotrafiquants, on va se tirer dessus dans les rues à Bruxelles. On nous a rayonnés. Oui. Nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui se passe? On se tire dessus dans les rues. Et donc, vous voyez, moi, le complotisme... non, je ne me sens pas du tout complotiste. Je pense au contraire qu'il faut absolument ouvrir les consciences. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une réaction citoyenne plus importante face à cela. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le programme Arizona, et je ne fais pas un discours politique ici, mais vous avez l'annonce d'une dégradation sociale pour des économies de bout de chandelle. Et nom d'un chien, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport aux dizaines de milliards qu'engrangent les organisations criminelles? La réponse est rien. Et en termes de justice, et en termes de police, il n'existe aucun financement aujourd'hui, ni de volonté de politique criminelle pour lutter contre ces phénomènes et récupérer l'argent dans la poche des truands. Alors, l'argent, on va le chercher dans notre poche. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Et moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est indigne pour le citoyen. Quand est-ce qu'on va aller chercher l'argent dans la poche des truands? Parce qu'il existe toute une série de moyens de le faire. Donc, en réalité, ce que je dis, c'est que tout simplement, il faut réfléchir à une politique et nous en avons les outils. Mais ces outils ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas politiquement donner les moyens de le faire. Philippe Liévin, vous faites un constat aussi sombre? Oui, tout à fait. J'ai fait ma carrière au ministère de la Justice et là aussi, plus discrètement évidemment, mais quand nous voyons l'actualité judiciaire et le fonctionnement des cabinets, les petites pures budgétaires de 2% chaque année parce qu'il fallait faire telle et telle économie, c'est vrai que chaque fois on se disait la situation ne s'améliore pas. Et on parlait du sentiment d'injustice. Effectivement, c'est dans la population qui se rend compte que ces affaires ne sont pas bien jugées, pas suffisamment vite. Ces petits conflits avec son assureur, son locataire, ou ceci ou cela, il faut des procédures énormes pour y arriver. Ou bien, lui, il doit passer au tribunal parce qu'il a un petit problème d'amende non payée, etc. Mais effectivement, le grand truand, lui, il a trouvé, il sait s'en échapper. Les grands fraudeurs, eux, ils ont trouvé la bonne technique pour éviter le fisc. Et donc, c'est un sentiment de problème social, de déchéance sociale et judiciaire qui fait que le citoyen n'a plus confiance dans la démocratie, puisque la démocratie, c'est pouvoir donner mandat aux députés et aux ministres de faire en sorte qu'on ait le bien-être dans la société, que toute la société fonctionne bien. Et les gens se disent, non, ça ne fonctionne pas. Et aussi bien les acteurs, comme disait Michel, les fonctionnaires, les magistrats, les greffiers, etc., que les citoyens se disent, tant pis, on va plus se fatiguer. Pourquoi faut-il encore se fatiguer? Il y a un certain abandon de se dire, il n'y a rien à faire. La situation ne changera pas. Est-ce qu'il faudra que tel ou tel ministre ou membre de sa famille soit abattu dans une rue pour qu'on se dise, tiens, oui, là, il y a quand même peut-être un problème sérieux. Mais le problème du financement est connu. Tous les chiffres ont déjà été donnés. On nomme quelques magistrats supplémentaires, mais on ne leur donne pas de greffiers, on ne paye pas les traducteurs, on ne paye pas les experts judiciaires. Donc toute la machine est compliquée, est complexe. Et s'il y a des petits morceaux de cette machine
quelques rouages qui ne fonctionnent plus, c'est toute la machine qui se grippe, évidemment. Absolument. Le constat, oui, là vous êtes deux. Le constat est apparemment assez sombre, et en tout cas, je vous sens, pour des gens très mesurés d'ordinaire, très en colère. Hein, mais Aristote dit que quelquefois la colère est légitime. Ah oui, tout à Donc, fait. être en colère, voilà. pour un citoyen qui a vu les choses de près, ça peut être quelque chose de très positif. Alors, on va peut-être se tourner vers que faudrait-il mettre en place. Et comme vous êtes tous les deux des laïcs et des laïcs engagés, que faudrait-il mettre en place? Que devons-nous soutenir, nous, qui sommes plutôt de cette tendance de la laïcité, pour améliorer les choses ou redresser la barre dans les années qui viennent? Incontestablement, il faut passer par le refinancement. Alors la justice, il y a la justice civile, il y a la justice pénale. La justice, c'est un tout. Au sens du fonctionnement d'appareil judiciaire, il ne fonctionne pas. En titre d'exemple encore, à Bruxelles, le tribunal de la famille ne peut pas prendre des affaires avant 1 an et demi, 2 ans, alors que ce sont des problèmes immédiats de sensibilité par rapport et immédiats dans lesquels il faut urgemment prendre des décisions. Ils ne savent pas le faire, ils ne sont pas assez. Il faut refinancer. Il faut aussi retrouver une revalidation de cette profession de magistrat, parce qu'on ne trouve plus suffisamment de candidats. Notamment les sapes dans les pensions des magistrats, on dit « Ah, il défend la pension ». Mais pas du tout. En réalité, un magistrat dans sa carrière n'a pas la possibilité de se construire un bas de laine comme on le fait dans le privé, et donc on va réduire sa pension jusqu'à certains moins 60%. Quand vous êtes notamment un magistrat qui avait quitté le barreau, on n'admet pas votre ancienneté, plus les moins 40%, on arrive à moins 60%. Est-ce que vous imaginez que moi je connais un avocat général qui va se voir dans sa pension rabotée de 60%? Comment voulez-vous travailler en sécurité par rapport à la corruption, d'une part, parce que la corruption va nous atteindre dans le milieu de la magistrature, et ça, l'organisation Transparency International, spécialisée dans la lutte contre la corruption dans le monde, a tiré la sonnette d'alarme. Et deuxièmement, faire venir les gens. Il faut des gens compétents, il faut des gens volontaires, des hommes et des femmes qui vont s'investir dans un métier difficile, avec un manque de moyens, on travaille énormément. Donc ça, il faut également revitaliser cette profession, et cela va au-delà, évidemment, du budget. Ensuite, il y a en matière criminelle, et là, je suis désolé, la possibilité tout de même de se doter d'un certain nombre d'institutions, et c'est un combat politique qui n'est pas mené aujourd'hui. Moi, je l'ai proposé plusieurs fois, avant même de rentrer en politique, à la tribune de la Chambre, puisque je faisais partie du comité des experts de la Commission Justice et Finances de la Chambre, un parquet national financier comme en France, qui fonctionne très bien et qui rapporte des milliards, une agence belge anticorruption pour la surveillance du respect des règles anticorruption dans les entreprises privées et publiques, la création, ne fût-ce que s'imaginer qu'un secrétariat d'État à la lutte contre la criminalité financière pourrait être une interface à l'égard des personnes qui sont aux affaires étrangères, à la justice, à l'intérieur et au fisc, revitaliser le tout, et le fonctionnariat également par rapport à tout simplement l'administration fiscale et sociale. Eh bien, là, franchement, il y a énormément de travail à faire, mais il faut pour ça que le monde politique nous entende. Oui, non, tout à fait. Je partage évidemment le constat. C'est un problème de motivation, d'encouragement, effectivement. Et le politique a aussi une grosse responsabilité. Moi, je l'avais constaté au ministère quand il s'agissait d'avoir des nominations. Quand un magistrat part à la pension, magistrat, procureur, greffier, etc., dans le commun des mortels, on se dirait, bon, on sait que cette personne va partir dans 1 an, on anticipe, on prépare. Hein, on se dit, tiens, on organise un examen, on fait une sélection, et le jour où il s'en va, eh bien, voilà, son successeur prend la place et tout va bien. Eh bien non. Eh ben non. Absolument ah non, pas. le jour où il part, on va discuter entre cabinets, l'équilibre linguistique, l'équilibre entre tel ou tel parti, plein d'autres raisons qui font que, eh bien, on a un procureur faisant fonction pendant 9 mois, on a tel ou tel poste qui n'est pas rempli. Et ça, évidemment, pour ceux qui restent, c'est une charge supplémentaire, parce que ceux qui restent travaillent pour ceux qui ne sont pas encore nommés. Et au niveau motivation et fonctionnement, je crois que c'est une catastrophe. Je vais quand même aller vous chercher un peu plus loin dans l'aventure de la justice. Si je vous écoute pour l'instant, je caricature, vous êtes en train de me dire c'est la faute des politiques. Bon. J'entends ça aussi dans le milieu que je fréquente, qui, comme vous le savez, est plutôt celui de l'université. Quand ça ne va pas, la réponse est c'est la faute des politiques. Est-ce que ça ne coincerait pas un peu en bas quand même aussi ?
très certainement. C'est-à-dire au niveau de la capacité d'initiative que nous avons les uns et les autres là où nous nous trouvons. Alors je vais poser cette question-là. Est-ce qu'en interne, il n'y aurait pas moyen aussi de mener des réformes qui permettraient, disons, d'aller davantage à la rencontre de cette notion de justice, certes évanescente. Philippe Liévin, j'aime bien un peu vous flatter de temps en temps, mais il ne faut pas trop écouter. Mais vous êtes aussi, à votre manière, égyptologue. Hein. Vous lisez parfaitement les hiéroglyphes, c'est très, très impressionnant. Je pense à la justice, à la plume de mat. C'est le vieux symbole égyptien d'une certaine forme d'évanescence, de légèreté, mais en même temps de beauté qu'il y a dans la justice elle-même. Alors, est-ce que de l'intérieur, il n'y a pas moyen aussi de rénover les choses? Il y a eu plusieurs commissions d'enquête ou rapports qui démontraient comment améliorer le fonctionnement de la justice sans nécessairement y injecter des centaines de millions. Là, c'était des questions liées à la procédure. Dire, tiens, qu'est-ce que telle procédure qui a été conçue au début du XXe siècle n'est pas un peu obsolète? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier certains éléments? Il y a des tas de choses. Alors, bien sûr, tous les magistrats ne sont pas rapides, tous les avocats n'appliquent pas nécessairement les bonnes procédures ou les utilisent pour retarder les procès. Il y a toute une série de choses qui font en sorte que, à fonctionnement inchangé, il n'y a pas que les politiques qui sont responsables. Mais ça, oui, je pense que ça a été inventorié, il y a certaines choses qui ont évolué, et ça doit être fait en même temps que l'on revalorise d'un côté. Alors, les professionnels doivent s'interroger et, à la fois en interne ou en proposition, dire, voilà, nous pouvons faire mieux fonctionner le système si la réglementation est modifiée, si la législation est adaptée, etc. Alors c'est une recherche qui doit évidemment se faire, il faut toujours balayer devant sa porte aussi. Hein. Mais changer la procédure, c'est repasser par le politique, puisqu'il faut voter les lois. Par contre, une réorganisation qui permettrait un meilleur fonctionnement, mais évidemment, tous les chefs de corps s'y sont attachés, c'est extrêmement clair. Mais nous nous trouvons dans des situations où tout coince. Par exemple, la situation spécifique de l'arrondissement de Bruxelles, qui est laminée par manque de moyens et qui est différente, par exemple, de Liège ou de Mons, côté francophone, et idem du côté d'Anvers et de Gand. Alors là, vous avez effectivement peut-être une réorganisation, mais elle ne peut se faire que véritablement en passant par un parfait accord avec le politique. J'ai beaucoup aimé la ministre de la Justice qui a réclamé 1 milliard de plus. Elle a compris. Elle a compris. Par contre, le ministre de l'Intérieur, lui, il n'a rien pigé. Hein. Lui, il est toujours là sur sa planète. Il va tout sécuriser. Il ne sécurise rien du tout. Et en même temps, la police, il faut exactement refinancer du même montant l'efficacité, en termes d'efficacité, notamment la police fédérale. Et donc, le système global, oui, mais imaginez-vous un peu à Bruxelles que les magistrats n'en peuvent plus. Le taux de burn-out est épouvantable parce que, tout simplement, c'est plus possible de travailler dans des conditions pareilles. En plus de ça, j'ouvre une parenthèse, juge d'instruction pendant 25 ans, M. Julien Moinil a décidé de prendre les choses en main, et Dieu sait s'il est efficace. Il est tellement efficace d'ailleurs que sa tête est mise à prix par les mafias. Mais son efficacité en termes de politique criminelle, il réclame 10 millions. C'est quoi 10 millions? C'est rien du tout. On ne les lui donne pas. Et en plus de ça, il a poussé la politique criminelle actuellement jusqu'à renforcer le système répressif et envoyer chez les juges d'instruction les gens qui étaient arrêtés alors que d'habitude ils étaient libérés. Les juges d'instruction sont noyés, les prisons ne savent plus suivre et nous nous trouvons dans une situation où on coince partout. Alors, actuellement, c'est un petit peu, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, je pense très sincèrement que si on se mettait tous autour d'une table, mais à partir du moment où le monde politique, dans un premier temps, admet le principe d'abord du respect de la justice que nous avons perdu et de son financement urgent, là on pourra arriver à quelque chose et commencer à travailler la réorganisation en étant entièrement d'accord avec ce que Philippe a dit. Je pense que ce que vous dites là est très important parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la justice se fait bien sûr, heureusement encore, devant les cours et tribunaux, mais elle se fait aussi ailleurs. Pensons par exemple à Internet. Je peux parfaitement être accusé de quelque chose, on démontre que je n'ai rien commis comme erreur, mais si Internet décide que je suis coupable, je peux quand même raser les murs dans la cité dans les mois qui viennent. Il y a quelque chose là qui est problématique et qui indique un certain basculement vers un autre type d'État et un autre type de relations citoyennes. Alors, je trouve que ce que vous dites en osant affronter de face le phénomène et dire clairement ce qui ne va pas, ne pas parler la langue de bois, ce qui a été souvent chez nous un très gros défaut, à mon avis, en Belgique, eh bien, c'est une avancée majeure.
Alors, vous verriez comment, pour conclure cette émission, une rencontre des différents acteurs, sous quelle forme? Très très complexe en quelques minutes, parce que c'est une conséquence évidemment de la difficulté qu'a la justice d'être bien perçue dans la population, compte tenu de tous les soucis qu'on vient de démontrer, évidemment. Si vous mettez 1 an et demi pour démontrer que quelqu'un est innocent, ben, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que dans l'opinion, les choses soient faites et qu'on ne rectifiera rien. Ça, je pense que la justice et la société, d'une manière générale, a un peu perdu ce combat, compte tenu du fait que maintenant, effectivement, l'opinion et la justice en général est faite sur les réseaux sociaux et que c'est très difficile. Des états généraux de la justice, par exemple? Bon, on peut, oui, bien sûr. Oui. Michel Claes, ce serait votre idée? C'est un problème de justice. Il est fondamental de tenir ces états généraux, mais les syndicats de la magistrature chez nous ont déjà tout tenté. Ils ont tout tenté en allant trouver les membres des cabinets et ils se sont vus fermer les portes sur leur nez. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faudrait trouver un moyen de les contraindre, mais de les contraindre notamment par voie de justice. Je voudrais vous reprendre un instant parce que j'étais un peu choqué à 30 secondes, cher Baudouin, le philosophe, qui dit « la justice se rend sur les réseaux sociaux ». Mais non, la justice ne se rend pas, justement. Ce n'est pas justice et réseaux sociaux, c'est une incompatibilité totale, bien entendu. Pourquoi ? Parce que vous n'avez sur les réseaux sociaux aucun moyen d'exercer ce qu'on appelle les droits de la défense. Vous savez, moi j'étais avocat pendant 20 ans et je porte le titre d'avocat. Et encore moins de motiver, certainement. Et très certainement aucune motivation. Les réseaux sociaux, en aucune manière, ne peuvent être assimilés à la justice. Parce qu'ils sont composés à la fois d'avocats, de magistrats et de bourreaux en une seule et même personne. C'est celui qui va taper son message de haine. La haine. Ça, c'est un sujet intéressant en matière de justice, aussi sur le plan philosophique. Et vous vous souvenez dans L'étranger de Camus, la dernière phrase, quand le condamné à mort va à la guillotine, en disant la foule va m'accueillir et j'espère qu'ils m'accueilleront avec des cris de haine. Ça, c'est intéressant aussi. Et les gens qui sont là, vont-ils pousser des cris de haine? C'est comme sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est ce mot qu'il faut maintenant travailler en termes plus philosophiques, c'est la haine. C'est une chose qu'il faut balayer de notre société. Je préfère personnellement l'amour à la haine, c'est absolument évident. Et Averroès, au XIIe siècle, avait déjà écrit « L'ignorance entraîne la peur engendre la haine, et la haine entraîne la violence. » Il avait tout dit, et c'est une phrase d'une actualité terrible. Ce sera le mot de la fin, parce qu'une phrase pareille, venue d'un juriste aussi éminent qu'Averroès, c'est quand même quelque chose qui permet de conclure cette émission avec quand même aussi une dimension d'espoir. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on rencontre des difficultés avec la notion de justice, qui est une des plus évanescentes qui soit, mais aussi une des plus belles. Et donc, je suis très heureux d'avoir partagé cette émission avec vous, vous avoir entendu. Et j'espère que cet appel sera aussi entendu par ceux qui décident et que nous irons de l'avant positivement dans les années qui viennent. Merci à tous et à toutes.